Alors d'abord, je voudrais dire que depuis l'entrée en vigueur de la loi Sapin 2, il y a eu en France 7 conventions judiciaires d'intérêt public qui ont été signées. La première a été signée en 2017 par une filiale de HSBC pour des faits de blanchiment de fraude fiscale. Immédiatement après, sont intervenus les 3 CJIP auxquels j'ai participé, qui ont été signés grosso modo entre février 2018 et mai 2018, non pas auprès du Parquet national financier, mais auprès du tribunal de grande instance de Nanterre. Donc les sociétés qui étaient mises en cause ont payé des amendes d'intérêt public qui étaient grosso modo entre 420 000 € et 2,7 millions d'euros. Et puis des dommages d'intérêt à nous, EDF, victimes, qui étaient chacune d'un montant de 30 000 €. Donc c'était la première fois dans le paysage français qu'on voyait des sociétés françaises qui signaient des conventions judiciaires d'intérêt public. Et c'était aussi la première fois que ces CJIP prévoyaient que ces sociétés devaient se soumettre à un plan de mise en conformité. Alors, cette expérience, moi je retire quelques enseignements. Le premier, c'est que c'est un nouveau dispositif complètement étranger à nos pratiques. Certains ont parlé d'OVNI, procédural et d'origine américaine, et il a fallu, dans ces CJIP, en quelque sorte, essuyer les plâtres. Le deuxième enseignement que je retire, c'est que c'est intéressant d'être face à une justice négociée qui répond véritablement aux besoins de rapidité, de prévisibilité du monde de l'entreprise. Et puis la dernière chose que je retiens, c'est qu'il y a quand même une révolution culturelle à faire, parce que traditionnellement, vous avez des procureurs qui requièrent, qui sont plutôt du côté de l'accusation, et schématiquement des avocats pénalistes du côté de la défense. Donc on a besoin, dans le cadre d'une procédure négociée, de passer d'un monde de la défiance, en quelque sorte, de l'opposition, à un monde de la confiance, et c'est quelque chose qui est radicalement nouveau dans notre paysage judiciaire. Si on regarde les côtés positifs de la chose, la CJIP a vraiment beaucoup d'avantages. Premièrement, comme j'ai pu le dire un petit peu avant, la CJIP permet d'introduire de la prévisibilité dans un processus qui normalement est plutôt aléatoire, processus judiciaire. Deuxièmement, l'intérêt de la CJIP, c'est qu'elle est rapide, elle est efficace, à la différence des contentieux pénaux qui peuvent durer des années, de par les enquêtes qui sont très longues souvent, les procès en eux-mêmes, les voies de recours, et donc la CJIP est resserrée dans un laps de temps très court, ce qui est tout à fait intéressant. Et puis troisièmement, cette CJIP permet aux entreprises de reconnaître les faits sans reconnaître la culpabilité. Ça paraît une nuance quand on y réfléchit, mais pas tant que ça. Parce que reconnaître la culpabilité, reconnaître la faute pénale expose finalement à ce qu'on puisse être interdit de marché public, comme c'est le cas lorsque les tribunaux prononcent des condamnations, alors que reconnaître les faits n'entraîne pas cette conséquence-là. Et évidemment, le fait de pouvoir soumissionner des marchés publics, en France ou à l'étranger, est quelque chose d'absolument fondamental pour les entreprises. Par contre, j'ai quelques réserves, évidemment. Le processus qui est en gestation, qui est en construction, n'est pas absolument parfait. D'abord se pose la question de la place assez prépondérante maintenant du procureur dans le processus judiciaire. L'interlocuteur naturel, c'est plutôt le juge. Aujourd'hui, c'est le procureur parce que c'est une importation, en quelque sorte, cette procédure-là, de la procédure américaine. Et donc, on sait que le procureur n'a pas forcément toutes les garanties que peut présenter le juge. Ensuite, il y a la question de l'alignement du sort des personnes physiques et des personnes morales. Par un choix qui est le sien, le législateur a décidé que la CJIP ne pouvait bénéficier qu'aux seules personnes morales. Et donc ça a créé une espèce d'asymétrie entre ces deux catégories de justiciables, ce qui peut effectivement poser un certain nombre de difficultés dans le choix de recourir notamment à la convention judiciaire d'intérêt public. Et puis, dernière observation, ce que j'ai pu remarquer,
de mon expérience des 3 CJIP qui ont été signés à Nanterre, c'est que finalement la CJIP n'est vraiment pas faite pour la victime, elle a un rôle très secondaire dans les négociations, et puis son préjudice est reconnu de manière très, très forfaitaire, à tel point que on a pu obtenir dans les 3 dossiers dont je vous ai parlé tout à l'heure, que le tribunal qui avait poursuivi par la suite les sociétés qui n'avaient pas signé de CJIP et les personnes physiques, eh bien que ce tribunal nous alloue une somme supplémentaire en réparation de notre préjudice, c'était reconnaître que, en quelque sorte, ce qui nous avait été alloué dans le cas de la CJIP n'était manifestement pas suffisant. D'abord, je voudrais rappeler donc, que moi, pour les 3 CJIP que j'ai eu à connaître, j'étais plutôt du côté victime. Si je devais travailler sur des CJIP là, plutôt côté mise en cause, ce qui me semble fondamental pour les entreprises, c'est de travailler d'abord à une analyse de risque avant de choisir ou non la voie de la CJIP. Et il faut se poser véritablement, me semble-t-il, 2 questions qui sont essentielles. Est-ce que, ça vaut le coup de signer une CJIP alors que la condamnation est par nature aléatoire, donc il faut faire une balance entre les bénéfices et les risques de chacune des procédures, la CJIP d'un côté et le procès traditionnel de l'autre, en termes purement financiers, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Et puis, une fois qu'on a décidé d'aller à la négociation, la question qui est aussi cruciale, c'est de savoir à partir de quel moment il faut négocier. Est-ce qu'il faut négocier en début d'enquête? Est-ce qu'il faut négocier en fin d'enquête? Et ce que j'ai compris des premières CJIP, c'est que la prime qui est donnée par le procureur à cette démarche volontariste de l'entreprise est davantage acceptée lorsque la négociation a lieu en début d'enquête. Et puis, les lignes directrices du PNF et de l'AFA posent une question qui me semble-t-il être absolument fondamentale, qui est la question de la coopération à l'enquête de l'entreprise qui est concernée. Et ça, c'est véritablement aussi une importation du droit américain en droit français. Et le cadre juridique de l'enquête interne n'est à ce jour pas défini. Je pense que c'est un sujet d'investigation, de questionnement et d'appropriation que les juristes d'entreprise, les spécialistes de la conformité d'entreprise, les avocats vont devoir prendre à bras le corps dans les années qui viennent.